On est bon ? Ouais, c'est parti. Pour ma meilleure écriture, ça me fait flipper un peu. On est avec Florence Rizzo pour École et moi. C'est Kemmler. C'est la première fois que je suis à l'école depuis très longtemps. À tout de suite. Qui savent déjà où ça mène, pour ceux qui se croient sans avenir, qui pleurent quand ils sont tout seuls, pour ceux avant de partir. Je me sentais pas hyper à l'aise à l'idée d'aller à l'école. Mais quand j'avais une classe avec beaucoup de potes, c'était plus facile. Et en vrai, quand on me disait va au tableau, oh là là, j'étais tellement angoissé. Tous mes cahiers de cours, c'était devenu des cahiers d'écriture, quoi. Il y avait beaucoup moins de gens qui rappaient et c'était vraiment moins facile, en fait, ne serait-ce que de trouver des prods. Je me demande à quel point il faut revoir le système et remettre et les élèves au centre du débat et aussi les professeurs, quoi. Vraiment, je suis à l'école, là. C'est vrai. La chaise vide sur la cover, c'est pour mon daron parti. Bienvenue dans un nouvel épisode de l'émission École et moi avec Kemmler, quelqu'un qui a percé dans le rap et pourtant quand il était petit on disait qu'il n'était pas forcément tout à fait dans les codes de l'école. On va faire un petit voyage Marseille-Paris, Paris-Marseille. Kemmler en tout cas merci et bienvenue. Avec plaisir. Peut-être deux mots sur c'était comment Marseille et... J'ai mis très très longtemps à partir de cette ville parce que c'est une ville très spéciale. J'ai pas retrouvé, j'ai beaucoup voyagé en France de par mon travail et j'ai pas retrouvé cette sensation-là qui est un peu particulière à Marseille. J'ai l'impression que c'est un petit peu comme on dirait la Corse, quelque chose un petit peu décalé de ce qui se passe en France. Du coup, j'ai eu beaucoup de mal à partir et puis la vie et le travail m'a ramené ici à Paris. Alors, on a un petit clin d'œil de SCH. Est-ce que tu reconnais ? Marcel Pagnol ? Ouais. Ouais. La BO du film de Marcel Pagnol. Ok, ouais. Wow. Bien joué. J'ai quitté ma colline que l'on appelle Garaband, sous un soleil de plomb, où les hommes parlent en chantant et les tissus blancs sèchent au gré du vent. C'est un clin d'œil parce qu'évidemment, il a fait la BO du film de Marcel Pagnol. Ouais. C'était l'idée de faire dialoguer les générations. Voilà, c'est une bonne idée, je trouve. C'est une bonne idée, ouais. Et Pagnol, qui a écrit le fameux « À la gloire de mon père », quand il était... alors, c'est marrant parce qu'il parle d'un endroit que tu dois peut-être connaître, parce qu'il dit... que son père, donc de Saint-Loup, mon père, fit un bond de comète, car franchissant d'un seul coup les faubourgs, il fut nommé à sa grande surprise instituteur titulaire à l'école du chemin des Chartreux, la plus grande école communale de Marseille. Ouais, c'est là où j'ai grandi. Il nous a beaucoup enseigné Pagnol, la gloire de mon père, le château de ma mère. C'est vraiment des trucs qui continuent, je pense, à perdurer encore dans le sud aujourd'hui. Et ouais, je savais qu'il venait des Chartreux et ouais, c'est marrant. Pour le coup, c'est là où j'ai grandi, ouais. Le petit Kemmler en classe, il était comment ? J'étais très, très dissipé. Je pense que c'est un peu là que ça a commencé, quoi. Je voulais vraiment toujours avoir des potes, être celui qui est le plus drôle, le plus aimé. C'était plus ça qui m'intéressait que travailler. Et j'avais aussi une forme d'ennui assez récurrent au fil des années. J'avais du mal, en fait, à rester assis pendant 1 heure à écouter la même personne parler, aussi intéressant soit-elle, mais j'avais un vrai problème avec ça et je pense que pour moi les pires moments c'était le lycée, le moment 1h30 de physique-chimie, 1h30 d'SVT avec une récréation décalée comparée aux autres élèves. Donc on retrouvait pas les élèves des autres classes. Pour moi, ça, c'était un supplice, un vrai supplice. Et alors, tu dis dans un de tes sons, j'étais cancre au collège comme du cobu. J'étais cancre au collège comme du cobu. Aujourd'hui, je fais texte avec contenu. Mon public me dit qu'aime leur continue. Ouais, c'est vrai, ça ? Ouais, je pense. Ça m'intéressait pas, quoi. J'avais vraiment de très grandes facilités en français, sans vraiment réviser. Ouais, je révisais jamais, en vrai. Mais les autres matières, et notamment toutes les matières mathématiques, physique, etc., c'était catastrophique. Ouais. Et ouais, catastrophique. Et alors là, j'ai ton cahier de correspondance. Ouais. Collège des Chartreux, Marseille, ouais. 4e. Ouais, 4e. 4e, j'étais en 4e D, exactement. Je me souviens. Le vrai. Non, pas le vrai, tout à fait, mais qu'est-ce qui était écrit, à ton avis, si je te laisse écrire ? Je crois que
Qu'est-ce qu'on disait de toi? C'est quoi la correspondance avec tes parents? Vraiment, je pense que c'était pense plus à faire rire ses camarades qu'à travailler. Ok, toi tu penses que c'est ce qui te... Je pense vraiment, parce que j'étais pas insolent, j'étais pas agressif. J'étais vraiment... moi, ce qui m'intéressait, c'était faire rire mes potes, quoi. J'ai mis du temps à comprendre que, vraiment, pour le coup, s'il y a une matière que je regrette de ne pas avoir travaillé, c'est l'anglais. Parce que ça aurait pu vraiment me servir et ça a mis du temps à monter au cerveau que c'était quelque chose d'important, quoi. T'as pris ton temps. J'écris jusqu'au bout. Vas-y. En plus, ça fait rire ses camarades qu'à travailler. Tu penses que ça résume ton année de 4e? Ou toutes les années, je pense. En vrai, je pense toutes les années. Et 4e, j'ai redoublé en 4e, en plus. Oh là là. J'ai redoublé, je pense que c'est la classe la plus dure. Parce que c'est là où il faut faire la bascule, c'est là où il faut faire des choix aussi. Moi, les choix, c'est pas mon fort. Donc, ouais, je me sentais pas hyper à l'aise à l'idée d'aller à l'école. Mais quand j'avais une classe avec beaucoup de potes, c'était plus facile. Ouais. Et 3e, c'est en 3e que tu fais des ateliers d'écriture? Ouais, c'est 3e. C'est ma dernière année de... Et du coup, c'est ça le déclic? Bah, ça a été un déclic dans le sens où, franchement, on y allait pour se marrer un petit peu avec mes potes. Parce que pour le coup, moi, tous les gars de mon quartier, on était quasi tous dans le même collège. Donc, du coup, c'était assez facile. Et vu qu'on n'était pas tous dans la même classe, c'était le moment où on pouvait se retrouver. Y a un gars qui est venu entre midi et 2 nous proposer des ateliers d'écriture. On y allait pour se marrer. Moi, dès le premier cours, j'ai dit waouh, c'est exceptionnel. J'avais pas fait le lien entre j'adore le français, j'adore la musique, notamment le rap, surtout le rap à cette époque-là. Et là, en fait, ça a lié les deux et tous mes cahiers de cours, c'était devenu des cahiers d'écriture, quoi. Ah ouais? Ouais, j'étais plus du tout intéressé. Ça y est, genre, l'école, ça passait en second plan. Ouais. Malgré le fait que je pensais que c'était impossible de percer. Parce qu'à cette époque-là, il n'y a pas de réseaux sociaux. On est vraiment dans une époque différente. Ça me semblait impensable, mais par contre, je me suis dit, OK, j'aime faire quelque chose. Et ouais, c'est trop bien. C'est certainement la première fois que j'aimais faire quelque chose à part le foot. Mais le foot, j'ai vite compris que on était trop loin d'avoir un talent qui pouvait m'apporter une vie professionnelle en rapport avec le foot. Mais là, je me disais, peut-être que si je travaille beaucoup, il y a peut-être une chance. Et sur l'écriture, tu te souviens des premiers, les sujets sur lesquels tu écrivais? Ouais, le foot. J'étais quelqu'un qui parlait pas du tout ni de sensibilité, ni de sentiments. On n'a vraiment pas grandi dans ça. Et à l'époque, le rap était assez dépourvu d'histoires avec des sentiments amoureux. Parce que on était catégorisé très vite dans du R&B. Sauf qu'aujourd'hui, les temps ont changé et qu'aujourd'hui, parler de sensibilité dans le rap, ça se fait assez aisément. Mais à l'époque, non, c'était pas le cas. C'était impossible. Et alors, l'écriture, c'est devenu ton langage, ton mode d'expression, et ce qui a vraiment structuré ta vie, complètement. Parce qu'effectivement, on décrit finalement pour vivre, pour s'exprimer, pour partager. Et ça devrait être une arme que tous les gamins devraient apprendre en fait pour réussir à s'exprimer, puis avoir une richesse de vocabulaire aussi. C'est pas parce qu'on est dans un quartier populaire qu'on doit être déterminé avec 3 mots. Comment tu ressens ça justement? Je pense que à l'époque, si ce gars n'était pas venu entre midi et 2 nous proposer ça, c'est pas un truc qu'on aurait fait instinctivement. Il y avait beaucoup moins de gens qui rappaient et c'était vraiment moins facile en fait ne serait-ce que de trouver des prods. Aujourd'hui, on va sur YouTube, tout est beaucoup plus facile. Mais ouais, écrire, c'est pas un truc qui vient instinctivement. En tout cas, je pense dans les quartiers populaires et dans le quartier dans lequel j'ai grandi. Et puis de toute façon, nous, ce qu'on nous disait quand on a commencé la musique, c'est dès qu'on arrivait, on nous disait les Américains, les Américains, les Américains, parce qu'en fait, c'était personne qui rappait en fait dans le quartier avec nous. Et juste ce que je me dis, c'est avec du recul,
si j'ai un conseil à donner, en tout cas aux jeunes générations, c'est faites ce que vous avez envie de faire. Ne pensez pas au regard des autres. Je sais, ça semble bateau de dire ça, mais le regard des autres, ça peut vraiment bloquer beaucoup de choses qu'on a envie de faire à certains moments de nos vies, notamment les jeunes moments de nos vies. Mais sauf que ça peut aujourd'hui construire des carrières et construire des vies, parce que si je m'étais arrêté au fait qu'on me dise que j'étais beaucoup moins fort qu'un de mes meilleurs amis avec qui j'ai rappé à l'époque, j'aurais arrêté et ma vie, je sais pas ce que ce serait aujourd'hui. En tout cas, je serais pas heureux, je pense. La comparaison, ça tue. Et puis, souvent, le fait de dire... Enfin, c'est Orelsan qui dit, si tu veux filmer, t'as juste besoin d'une cam, vas-y, quoi. Ouais, c'est ça. Aujourd'hui, il y a besoin de rien d'autre. Ouais. Vraiment. Alors, est-ce que tu serais prêt à relever le défi d'être prof de punchline en 1 minute? Ouais, je pense. Au tableau? Ouais, allez. En vrai, quand on me disait va au tableau, oh là là, j'étais tellement angoissé. C'est vrai. Ouais, là je ressens, genre, je ressens parce que les gens voient pas, mais il y a toute une équipe, tout le monde. Vraiment, je suis à l'école là. Waouh. Tu me dis quand t'es prêt? Je suis prêt. Ok, 1 minute, go. Écrire une bonne punchline, c'est très simple et à la fois très compliqué. Aujourd'hui, on peut utiliser l'intégralité des thèmes qu'on choisit. Tu peux choisir, je dis n'importe quoi, un thème sur la table. Il peut y avoir une phrase très nulle, une phrase très forte. Ce qui, vraiment, aujourd'hui, je pense, détermine ce qui va être bien ou ce qui va être pas bien, ça va être l'angle choisi. Ce n'est qu'une question d'angle et une question d'observation. Toutes les choses qu'on vit, en général, on a juste la sensation de les vivre et peu importe ce qui se passe. Mais dès qu'on part en analyse, c'est des choses très différentes. Je pense à un morceau au singulier que j'ai écrit où je dis le resto qu'on aimait bien, là où avant que le plat arrive, on avait déjà fini le pain. Et ça parle à tout le monde. Pourquoi? Parce que c'est juste un truc. Oh waouh, c'est déjà fini. Ouais. C'est tellement dur. Non, c'est juste que c'est des moments qu'on a tous vécus, mais qu'on vit sans réfléchir. Et dès que ton cerveau se met en capacité d'analyse et en automatisme en fait d'analyse, forcément les punchlines sont plus faciles à écrire. Voilà, merci. Je pense que c'est nul. Mais non. Alors, je suis sûre que tu vas être en capacité de réagir à tes propres punchlines. J'espère que t'as pas pris les plus nuls. Mais non, j'en ai pris des chouettes, en tout cas qui me parlent. Ok, ça va. Alors, la première, c'est extrait de Comme si tout allait bien. Ok. Aujourd'hui je ne suis plus sûr de rien. On met tout au passé comme si le futur nous avait promis qu'on deviendrait quelqu'un. Ouais. On pourrait tout casser mais on en reparlera. La machine à café demain chante. Ouais. Bah on met tout au passé. En vrai, c'est cette peur en fait de faire quelque chose, en fait, de construire quelque chose en se disant c'est bon, de toute façon, les années vont passer, je vais gérer. Un jour, on se réveille à 40 piges et on se dit ah ouais, non, je sais pas, tu vois. Et c'est vraiment comme si le futur nous avait promis qu'on deviendrait quelqu'un. On nous a presque dit, on a presque l'impression, en tout cas moi j'avais l'impression quand j'avais 20 piges c'est bon, 30 ans c'est loin et ça ira. En fait, ça arrive tellement rapidement que je pense qu'il faut faire les choses vite. Faut les faire. Faut prendre les choses en main. Ok. Deuxième son. Oh wow, c'est allé chercher des sons loin. My life c'est juste un saut à 3 points manqués. C'est pas vrai ça? Ouais, bah allez, à cette époque-ci, hein, en vrai. Parce que ça, c'est quelle époque? Ça, c'est 2018, je pense. Mona Lisa. 2018. Mais c'est vrai, en fait, c'est un shoot à 3 points manqués. Pourquoi? Parce que c'était vraiment... Faire de la musique, c'était une tentative. C'était vraiment un shoot à 3 points. C'était pas genre, on est à côté du panier, petit lay-up simple. C'était un shoot à 3 points et ça fonctionnait pas. Donc j'avais l'impression vraiment que c'était un shoot à 3 points manqué et j'aurais peut-être dû faire une passe. À ce moment-là, c'est ce que je me disais. Intéressant. T'as persévéré, en fait? Bah, de toute façon, à chaque fois que j'ai voulu arrêter, et c'est arrivé des nombreuses fois, mais c'est pas propre à moi, je pense que c'est propre à tous les artistes et sur tout type d'art. La passion m'a rattrapé. Ça veut dire que si j'étais pas passionné, si je faisais ça pour l'argent ou pour la gloire, j'aurais arrêté il y a longtemps. J'ai commencé la musique à 14 ans et franchement, je pense que ça a commencé à vraiment fonctionner pour moi il y a 2 ans et demi. Ouais. Donc il a fallu... Persévérer, quoi, 20 ans? Ouais, bah 20 piges, ouais. Et le dernier son?
Je suis déçu si mon public ne perçoit pas ce que j'ai dans le cœur. J'ai plus de balles dans mon stylo que dans les chargeurs de la Kenty. Wow. Incroyable, vous êtes allé chercher des titres qui sont anciens que j'ai complètement oubliés. C'est vrai? Ouais, mais complètement. Tu dis, j'ai plus de balles dans mon stylo que dans le chargeur de l'organe, Bah ouais, ouais. parce que je pense qu'à ce moment-là, j'ai vraiment beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à écrire, et j'ai un petit peu de mal à les exprimer. Pour l'anecdote, quand j'écris cet album Rose, c'est mon premier album en indépendant. Donc je commence en indépendant, on propose un album que j'ai travaillé avec mes managers, qui sont toujours mes managers aujourd'hui, et on le propose à toutes les maisons de disques. C'est un son qui est un peu différent de ce qui se passe actuellement. Il y a des prods qui sont très électro. Et tout le monde refuse. Il n'y a pas un seul label qui accepte l'album. Et on se dit, bon, ben, on va le sortir nous-mêmes avec notre thune. On le sort. Et il y a un petit succès d'estime, à l'époque sur Instagram, je pense. Et de ce succès d'estime, on commence aussi à avoir pas mal de playlists, etc. Toutes les maisons de disques nous contactent pour signer avec exactement le même album qu'ils ont refusé, je pense, 2 mois avant. C'est pas vrai. Ouais. Mais il s'est passé quoi? Je pense que c'est qu'une question de manque de vision, en fait. C'est comme si tu travailles dans une boulangerie et qui fait que des croissants. Le jour où toi, tu essayes de faire un petit peu des petites tartes meringuées ou des, ou des petits éclairs au chocolat. Et puis, à chaque fois, le boulanger en chef, il dit « Ah non, 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 ici, c'est que les croissants. Ouais. » Et tu demandes de goûter. Tu dis « Mais goûte un petit peu. Il y a peut-être un goût différent, un peu sympa. » Que des croissants. Croissants au beurre. Rien d'autre. Et en fait, c'est, je pense, le problème aujourd'hui des grosses machines et des grosses maisons de disques. C'est un problème de développement et de vision et de sensibilité. Chaque artiste n'est pas pareil. Et ça, je pense qu'ils ont du mal à le saisir. Quand même, dans ce bout de phrase, il y a j'ai plus de balles finalement dans mes stylos que dans les chargeurs de l'organe. Enfin, cette comparaison avec le trafic, le narcotrafic, la rue. Ça veut dire quoi pour toi? T'as vu? Oh, wow. Ouais, j'avais le même. C'est vrai? J'avais le même, ouais, j'avais le même. Alors, c'est quoi tu vois, entre l'école et la rue, comment on choisit l'école plutôt que la rue? Je pense que, déjà, moi, j'ai eu la chance d'avoir une éducation qui m'a éloigné fortement de ça. Ta famille? Ouais, mes parents, mon père notamment. Enfin, avec mon frère, on n'avait pas le droit de rentrer tard. Franchement, j'ai eu une éducation hyper saine et je me rends compte aujourd'hui, même si c'est une époque différente, qui m'avait inculqué des valeurs qui étaient universelles et qu'on peut retrouver aujourd'hui et que j'essaie d'inculquer à ma fille. Je pense qu'il y a une part d'éducation et puis il y a aussi une part de réfléchir soi-même. Souvent, ça peut faire partie d'un engrenage. Et cet engrenage, il n'est pas si facile que ça à refuser. Parce que les gens que tu fréquentes et que tu côtoies t'attirent, ouais, t'influencent, mais c'est une influence mutuelle un petit peu. C'est tout un écosystème qui fonctionne un petit peu comme ça. Et c'est difficile de le refuser quand la vie t'offre pas grand-chose. Voilà. Et il y a Amine Kessassi, là, qui se bat pas mal à Marseille contre le narcotrafic. Et ça me fait penser aussi à ce son de Kerry James qui s'appelle L'Impasse. Je sais pas si tu connais. Très bien, avec Béné. Ouais, avec Béné. Ouais, je me souviens. Qui parle de cette difficulté finalement à dire non au trafic. Ouais, c'est pas simple. Et en même temps, le fait que t'as pas d'avenir, en fait, si tu tombes dans le trafic, c'est mort pour toi, quoi. Et je voulais te montrer un petit extrait qui m'a vachement touchée, en fait, quand je l'ai vu. Tu vas me dire comment tu le ressens. C'est quoi votre rêve? Recommencer à zéro. Ça veut dire repartir à l'école primaire. Pourquoi? Parce que ma meilleure vie, je l'ai eue quand j'étais à l'école primaire. Quand j'étais petit, c'est là où je vivais. Il a été tueur à gages, en fait, pour pas grand-chose. Il a tué, quoi, et il a ruiné sa vie. Et ça m'a touchée parce qu'il est évidemment à visage masqué. Il dit, voilà, j'aimerais bien revenir en arrière, mais c'est pas possible, quoi. Ouais, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Malheureusement, ce n'est pas possible. Et c'est pour ça que les choix, c'est jamais facile de faire les bons choix. Et je te dis, c'est en rapport avec vraiment cet engrenage. Il faut essayer de se mettre à la place des gens qui grandissent dans un cadre de précarité
assez fou et bien plus précaire que le cadre dans lequel j'ai grandi. Et faut comprendre que l'argent est au centre de toutes les attentions parce que quand tu grandis sans argent, en fait, quand tu grandis sans amour, tu cherches l'amour. Quand tu grandis sans argent, tu cherches l'argent et par tous les moyens possibles. Pour l'amour, c'est pareil et je pense que évidemment que ça détruit des chemins de vie, quoi. Tu aurais un conseil à donner aux jeunes d'aujourd'hui, qui nous regardent, tu leur dirais quoi? C'est très difficile de prendre ce rôle un petit peu paternaliste et de donner des conseils parce que, je t'ai dit, ceux qui grandissent dans un cadre beaucoup plus précaire ont une vie extrêmement différente de celle que j'ai eue et de celle que j'ai aujourd'hui, puisque je suis aujourd'hui vraiment privilégié, mais ça revient à ce que je te disais tout à l'heure, il faut essayer de s'écouter un maximum. Et il n'y a personne qui, en s'écoutant, se dit j'aimerais être dealer ou être tueur à gages comme tu m'as montré, tu vois. Mais il y a des rêves qu'on tue dans l'œuf parce que ça semble impossible. Mais peu importe le temps que ça prend, et peu importe les moqueries, et peu importe la difficulté, je pense qu'il faut tenter. Croire en ses rêves. Ouais. Croire en ses rêves pour faire les bons choix. Ouais, pour faire les bons choix. Même pas si céder à la facilité, par exemple. Même si et encore, même céder à la facilité, je crois que c'est même pas ça, parce que c'est pas de la facilité, en fait. C'est pas de la facilité, c'est des choix qui sont très difficiles à prendre, même quand ce sont les mauvais choix. Parce qu'il faut comprendre aussi que si on part... c'est des gens qui se sentent en manque d'attention, en manque de privilèges, en étant nés dans la même ville que certains. Si je prends Marseille, il y a des personnes, les quartiers nord, par exemple à Marseille, c'est des gens qui ont été à l'époque parqués, des gens qui venaient, qui étaient immigrés et qui ont été parqués loin de Marseille, avec très peu de facilité d'accéder au centre-ville. Donc des gens qui voyaient même pas la mer en vivant à Marseille. Ces gens-là, ils ont accepté de se taire en étant immigrés. Ces gens-là ont fait des enfants. Ces enfants-là, qui ont grandi, qui sont nés en France, n'ont pas les mêmes presque droits ou les mêmes chances que les autres. C'est extrêmement frustrant. Et cette frustration, comme je te disais tout à l'heure, elle peut détruire des chemins de vie, quoi. C'est ce qui est à la racine de notre engagement ici avec Ecoluma et l'émission, c'est de dire il faut lutter contre les déterminismes sociaux et réduire les inégalités dès l'école. Un enfant qui est issu d'un milieu défavorisé, il a 4 fois moins de chances de faire partie des bons élèves. Et en fait, ça se reproduit du coup, parce que la France est un des pays les plus déterministes en fait. Il faut 6 générations pour sortir de la pauvreté, alors qu'en Espagne, il en faut 4 et au Danemark 2, donc c'est insupportable en fait. C'est très difficile parce que, encore une fois, je vais parler uniquement de ce que je connais et de comment j'ai grandi à Marseille, mais je pense que le schéma est ici assez similaire avec les banlieues. Les quartiers nord, c'est pas simple. C'est pas simple en termes d'intérêt politique, parce que les politiques s'y intéressent peu, parce qu'il s'y passe très peu de choses, parce que c'est difficile d'arriver dans le centre-ville, parce que c'est extrêmement... Il y a beaucoup de pauvreté. On construit des immenses villas maintenant dans les quartiers nord de Marseille. Et forcément, c'est des villas qui coûtent moins cher. Et quand t'es petit et que tu vois des immenses villas juste à côté de ton bâtiment de 25 étages... T'as la rage. C'est frustrant, en fait. C'est frustrant, c'est difficile à accepter. Quand t'as 10-15 ans, t'es pas encore construit. Donc ouais, il faut essayer de les comprendre, il faut essayer de mettre des choses en place pour les aider, et on en met de moins en moins. J'ai l'impression qu'à l'époque, on essayait, en tout cas. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on les abandonne un petit peu. Il y a un super beau projet qui s'appelle Le Grand Bain à Marseille, où ils font des jumelages entre les classes des quartiers nord et les classes de centre-ville. Et ensemble, ils vont vivre des expériences culturelles, ils vont au Mucem, ils vont faire plein de choses. Et c'est vraiment, ils organisent une mixité positive. Je trouve ça trop cool. Trop bien. Mais j'ai envie que plus de gens se bagarrent. Et de toute façon, à Marseille,
Ce qui m'a toujours un petit peu impressionné, c'est la mixité. Il y avait Soprano qui avait écrit le morceau Cosmopolitanie. En fait, c'est ça Marseille, et c'est ce que j'ai retrouvé nulle part ailleurs. Et c'est tout le monde avec tout le monde. Je l'ai peut-être retrouvé un petit peu à New York quand j'ai voyagé, mais sinon en France j'ai eu du mal à le retrouver. Et c'est ce qui me manque un petit peu quand je suis pas à Marseille. Alors on est allé justement il y a pas longtemps, je vais te montrer, faire un petit reportage chez Ami. Je sais pas si tu la connais, c'est une rappeuse qui a fait des sons avec Jul notamment. Donc Ami. Ah, je la connais pas. Tu la connais pas ? Non. Tu sais, le fait d'être en studio le matin ou le soir ou le week-end avec plein d'artistes et puis on est là, on travaille nos écrits et ils sont aussi beaucoup intéressés par l'univers de l'école. Il leur paraît loin et limite pas accessible. Et c'est aussi une relation mutuelle. Quand j'ai des artistes ou des footeux ou ce que vous voulez, est-ce qu'on peut passer un coup de fil avec mes élèves, tu les encourages, etc. Et ça se fait assez naturellement. Ça donne des modèles en fait. Qui vous avez rencontré dans la classe grâce à elle ? Patou Giléa, Tachinda, Danas, oui, Fanta Dramé, et c'est déjà énorme. Elle nous faisait venir des intervenants qui étaient vraiment super. Pour nous, c'était des stars. J'adore ce type de... Wow, j'adore. Tu serais prêt ? Je trouve ça trop touchant. Tu serais prêt à le faire, toi ? Ah ouais, aller en classe comme ça bien sûr. Avec grand plaisir. Et justement, enfin, on va arriver sur ton rôle de papa. Je vois que tu as le petit collier, le petit bracelet. C'est ta fille qui l'a fait ? Elle me l'a fait quand elle avait 2 ans, c'est jamais... alors que c'est un petit bout de ficelle. Hein. Ah ouais, il tient ? Ouais, ça... Avec son prénom, Anna ? Ouais, c'est elle qui l'a fait, ouais. Trop mignon. Et alors, donc, t'es papa d'une petite fille qui a 5 ans. Qu'est-ce que ça a changé pour toi ? À peu près tout. Franchement, tout. Je pense que le moment où l'amour a été mutuel, je vais dire à partir de 1 an et demi pour elle, où elle a commencé à m'aimer, parce que pendant, on va dire 1 an et demi, pour un papa, c'est presque pendant 1 an, on va dire, c'est presque un amour à sens unique. T'aimes ton enfant, mais lui, il te découvre. Ouais, là, ça m'a bouleversé, en fait. Les premiers mots, papa, je t'aime, ou papa, je veux pas que tu partes, je veux que tu restes. Moi, c'est là où j'ai commencé à être bouleversé. Je suis je suis devenu, je pense, quelqu'un de très, très, très sensible. Et je pense que le fait d'avoir un enfant, c'est une chose. Mais par contre, pour un papa, le fait d'avoir une fille, c'en est une autre. C'est... Waouh. J'ai grandi... d'une manière différente. Je savais pas trop comment les filles grandissaient, quoi. Donc, je l'apprends. Elle m'apprend une tonne de choses. Et puis, c'est devenu ma meilleure amie aussi. J'ai vu que tu lui fais le vernis et tout. Ah ouais, je suis devenu... non, franchement, en esthétique, je suis devenu très, très chaud. Très, très chaud. Ah, c'est pas une vanne, hein. Vraiment bon. T'as dépassé là. Ouais, mais ça va, je vais le réparer. J'ai vu, t'es souri et tout. Je trouve ça trop chou. Ouais, j'ai fait des petits massages des pieds, bain des pieds, tout ça. Je fais tout bien, vraiment. Et elle est très exigeante en plus. Donc, ouais. Elle te mène par le bout du nez, non ? Ouais, complètement, 100%. Moi, j'étais le premier à dire ouais, les enfants, il faut pas faire ci, il faut pas faire ça. Ouais, non. Moi, quand elle veut un truc, elle sait comment l'obtenir. En tout cas. Tu regardes avec son petit regard comme ça. Ouais, non, mais c'est très facile. C'est très facile. Et même quand je suis un peu fâché, moi, je suis quelqu'un qui crie jamais. Donc, quand je suis un peu fâché, elle le voit vite à mon regard. Et ça va être un papa, tu sais que je t'aime. Et après, ça y est, mon regard, il change. On crie pas dessus. Tu as lancé une émission qui s'appelle Famille plus 1. Ouais. Un peu en écho à une chanson que tu avais faite qui s'appelait Famille moins 1 au moment du décès de ton papa. Et donc, ma question, c'est voilà, à la fois comment c'est d'être papa quand on n'a plus son papa et puis qu'est-ce que tu as voulu investir dans cette émission Déjà, j'ai essayé de trouver une continuité à cet album qui s'appelle Finalement. À ma carrière aussi, parce que je parle énormément d'amour. J'ai cherché pendant longtemps comment trouver un moyen de faire perdurer ma musique d'une manière un peu différente. Et j'ai eu la chance de bosser avec une fille qui s'appelle Skip, qui est une amie et qui bosse beaucoup dans le monde de YouTube, etc. Et qui m'a dit un podcast, ce serait génial. Je lui dis, je sais pas à quel point je vais être capable d'hoster, c'est assez difficile de recevoir les gens. Parce que quand on vient dans une interview, dans un truc, c'est-à-dire ici, j'arrive, j'ai les mains dans les poches, genre, j'ai Est-ce que t'as bien été accueilli? Ouais, trop bien, mais en fait, du coup,
j'ai zéro pression, j'arrive, j'ai les mains dans les poches, moi je suis la route que tu me traces, tu vois. Et là, en fait, de tout organiser, de prendre les choses en main, de poser les bonnes questions, ça met une petite pression. Donc je me suis dit, ok, je vais inviter des personnalités que j'aime et qui font partie de ma vie, dans un premier temps en tout cas. On s'est dit, on va en faire 6, on va en tourner 6 et on va voir ce que ça donne. Donc Mosiman, Youssoupha. Ouais, c'est ça. Youssoupha, Barbara Pravi. On a fait aussi Laurie Tillman, Ben Never. Et puis là, il y a un dernier que je garde. Et qui va sortir. C'est pas encore passé, voilà. On va dire qu'il va sortir dans pas trop longtemps. C'était une petite pression et le retour des gens a été assez fou. Parce que non seulement on parle entre nous, mais aussi je raconte des histoires qui m'ont été envoyées par les gens de ma communauté. Et ouais, la sensation est assez folle. J'ai l'impression de me rapprocher encore plus de mon public, quelque chose qui me touche. Donc ouais, je suis assez fier de ce projet qui est différent de la musique. Et Youssoupha, il avait mis la barre haut quand même en écrivant Mon Roi. C'est pas d'être parfait, essaie d'être heureux. Mon roi. Écrire pour ta fille C'est un truc que j'ai fait, mais quand elle venait de naître. Ouais. Et c'est ce que je dis, je l'ai fait avec Mosiman, le titre, c'est ce que je dis. Quand j'ai écrit ce titre, je la connaissais pas encore, vraiment. Aujourd'hui, moi j'ai dit à Youss, tu m'as perturbé parce que quand t'as écrit Dieu est grande, tu vois, c'est ce que je te disais avec la table tout à l'heure, c'est l'angle choisi en fait. C'est parler de son enfant. Mais quand il y a quelqu'un qui vient de choisir l'angle parfait, tu te dis, il faut que j'écrive mieux, en fait, j'ai pas le choix. Il a mis la barre haut. Ouais, vraiment, vraiment, la barre est très haute. Et c'est fou que tu me parles de ça parce qu'il y a 2 jours, elle m'a appelé. Et elle m'a appelé en boudant, en me disant, moi, j'ai pas de chanson avec mon prénom. Ah ouais? Et je lui dis, mais si, je t'ai écrit un titre et tout. Et c'est un titre qu'elle a pas trop écouté en plus. Mais j'ai dit, je parle de toi dans quasiment l'intégralité de mes chansons, de quoi tu te plains, tu vois. Ouais. Et ouais, c'est quelqu'un de... C'est drôle parce qu'elle est hyper drôle et en même temps hyper possessive, hyper boudeuse. Et ouais, j'apprends à vivre avec une petite femme, quoi. Alors, on a une question d'une petite fille qui s'appelle Isia. Est-ce que tu penses que les papas devraient être plus impliqués dans la vie de l'école? Je sais pas à quel point... si, en fait, je sais. Je sais à quel point les papas sont impliqués puisque quand je vais chercher ma fille à l'école, je vois qu'il y a beaucoup plus de mamans que de papas. Après, c'est difficile, t'es pas dans le foyer de chacun et tu sais pas à quel point les papas s'impliquent. En tout cas, je m'implique beaucoup dans tout, en vérité. Mais pour être très honnête, je pense que j'ai appris à être un vrai bon père au moment de ma séparation. Parce que y a des choses que tu laisses un petit peu faire sans t'en occuper réellement quand t'es à 2 avec ton enfant, je pense. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Dans la répartition des rôles, tu veux dire? Ouais, je pense que quand je travaillais, que je rentrais, par exemple, le lever avec ma fille, je le faisais pas, quoi. Je l'ai fait au moment où j'ai commencé à vivre, devoir le faire. Ouais, à vivre seul avec elle et c'est un des trucs que je préfère. Donc ouais, je pense qu'on rate des moments. Et je sais pas à quel point les papas s'impliquent aujourd'hui. Mais en tout cas, moi, je suis très impliqué. Et même dans la scolarité, dans la vie de l'école, elle est en maternelle, en grande section. Ouais. Et passage au CP, ça te fait peur ou... Ouais, ça me fait peur. Mais pourquoi? Oui, je suis plus anxieux que ma fille parce que déjà, elle change d'école. Entre-temps, on a déménagé. Donc ouais, c'est une école qui est différente, où elle va pas retrouver ses copines avec qui elle a grandi en maternelle. Tu vois, je te parlais, moi, de ce truc que j'ai avec l'amitié. Je pense que je lui ai transmis parce qu'elle est vraiment... Elle parle de ses copines tout le temps. Donc ouais, ça me stresse un petit peu, même si je sais qu'à cet âge-là, ils ont une propension à se faire des amis assez rapidement. Mais ouais, moi, je suis un papa anxieux. Je suis très stressé. J'ai envie qu'elle se sente bien tout le temps.
Ouais, tu me racontais que tu t'étais caché parce que tu avais peur qu'elle ait pas de copine. Ouais, mais c'est elle qui m'a dit ça. Donc moi, je me suis caché avec sa mère. On s'est caché dans les buissons pour... Mais en fait, c'est que je me disais... Déjà, c'était dur pour moi de cette séparation parce qu'elle n'a pas connu de crèche ou quoi que ce soit. Donc la séparation a été dure pour elle. Donc forcément dure pour nous, sa mère et moi. Et en fait, je voulais savoir à quel point elle disait vrai, mais c'était une petite stratégie en se disant peut-être que si je dis ça, je peux rester avec papa et maman et c'est cool. Et donc, tu guettais la cour de l'école? Ouais, je suis allé à 10 heures, je me suis caché, je me suis mis vraiment en tenue pour être en adéquation avec les arbres. Je me suis caché, j'ai regardé, sa mère aussi, et puis ça nous a rassurés. Et je lui ai dit à la fin de l'année, mais elle pense que je mens, mais je le ferai probablement au CP aussi, j'ai pas peur. Oh là là, incroyable. Ta fille, elle va rentrer au CP. Est-ce que tu te dis, tiens, j'aimerais bien que l'école de demain, elle soit comme ci ou comme ça? En tout cas, pas dans le schéma scolaire de primaire, parce que moi, j'en garde d'excellents souvenirs. Mais par contre, dans le schéma de collège-lycée, ouais, j'aimerais vraiment bien. Je pense qu'on doit un peu plus vite s'orienter vers des choses qui nous plaisent et que ça augmente les heures sur certaines matières et que ça enlève certaines matières selon les élèves et selon les choix que tu fais. Je pense qu'à 15 ans, on est capable même un petit peu avant même, on est capable de faire des choix de ce qu'on aime. Une fois qu'on a découvert les matières pendant 1, 2, 3 ans. Après, je pense que, par exemple, le passage de 4e à 3e, on est capable de dire, OK, moi, les langues, ça m'intéresse beaucoup plus que les maths. Évidemment, j'ai les bases, je sais compter, je sais multiplier, je sais additionner, mais il y a des théorèmes qui vont pas me servir dans la vie. Après, tu sais pas en fait ce qui va te servir ou pas. Toi, tu disais l'anglais, j'aurais trop aimé m'y intéresser plus. Typiquement, je me dis que j'aurais choisi les langues en fait s'il y avait plus d'horaires, parce que j'étais passionné de français, que l'espagnol, je me baladais aussi un petit peu. C'est juste que l'anglais, j'aimais pas trop, mais s'il y avait un choix à faire entre les langues et les matières scientifiques, j'aurais très vite choisi. Et je pense je connais très peu de gens qui détestaient les matières scientifiques et qui sont devenus mathématiciens ou profs de maths. Donc, je pense qu'on devrait s'orienter, et même si c'est une question de... là, je le réfléchis en 2 secondes, mais je veux dire, si c'est une question de réduire les heures pour... potentiellement avoir le droit de changer d'avis un peu plus tard. Mais c'est juste que, je pense qu'on est dans un schéma où même le fait de rester assis pendant 4 heures, 5 heures à écouter des professeurs, je te disais, aussi intéressant soit-il, c'est pas une critique envers les professeurs, c'est difficile aujourd'hui d'être dans un monde régi par les écrans, c'est difficile d'être captivant à chaque heure en fait. C'est comme si maintenant je faisais des concerts à chaque fois, à un public différent, à chaque heure, c'est hyper difficile. Tu peux avoir 2 heures où t'es génial dans ta façon d'expliquer, et puis la 3e heure, t'es un peu plus fatigué, c'est un peu plus difficile. Je pense que c'est difficile pour les profs, c'est difficile pour les élèves. Mais je pense qu'il y a un système à revoir qui est trop ancien à réfléchir, parce que pas en 2 secondes comme ça, mais pour intéresser plus les élèves et impliquer plus les profs, que ce soit aussi pour les profs sur l'aspect financier et sur la glorification, parce qu'aujourd'hui les profs ils sont jetés. Ça, c'est un peu notre défi. On se bat pas mal pour ça. C'est vrai que les enseignants sont hyper méprisés aujourd'hui, hyper mal payés. C'est terrible. Et on est en train d'attaquer toute une génération, en fait, dans leur capacité c'est très compliqué. Et si on réfléchit un peu plus à long terme, peut-être dans 30 ans, il n'y a plus personne qui voudra devenir instituteur ou institutrice ou prof. Et qui éduquera les... C'est quoi, des vidéos? C'est compliqué, en fait. Je ne connais pas de personne qui dit les profs, ça sert à rien. Et tout le monde sait que c'est hyper compliqué, d'autant plus qu'aujourd'hui, chacun... Ça a changé un petit peu avec les parents. Aujourd'hui, les parents, ils tirent sur les profs dès qu'il y a quelque chose. Moi, à l'époque, je me souviens... moi, c'est moi qui me faisais déchirer en rentrant si j'avais une façon de parler à un prof, ou si
ou si je réussissais pas à l'école, c'était pas la faute du prof. Et là, on a un peu inversé les rôles, c'est difficile. Ouais, chacun se renvoie un peu la balle. C'est difficile, mais je pense que c'est le système du coup qui est à revoir. Complètement. Je pense que pour réussir à les intéresser, faut un peu mettre les profs dans des bonnes conditions. Parce que c'est trop facile de dire oui, mais les profs, mais évidemment, c'est lassant en fait. C'est lassant. Et je prends encore le parallèle de la musique, mais c'est comme si je chantais toutes les heures devant un public qui s'en fout. Au bout d'un moment, Oui, c'est sûr que c'est usant. plus avoir envie de chanter mes morceaux, quoi. Mais là, dans les enquêtes qu'on mène, c'est 50% des enseignants qui sont en épuisement émotionnel. Trop dur. Tellement c'est dur. Et ce qui est fou, c'est que ils sont tellement... Déjà, ils sont pas bien payés, mais en plus, ils doivent acheter le matériel pour la classe. C'est-à-dire, probablement dans l'école de ta fille, c'est les profs eux-mêmes qui achètent le matos, quoi. Donc, ils donnent de leur poche, en fait, sur des salaires, des petits salaires, un SMIC, 300 à 500 euros par an, juste pour acheter le matériel, quoi. Donc, c'est vrai que... Non, en vrai, c'est terrible. Et puis... Tu sais, je vais te raconter une petite histoire que j'ai vécue l'année dernière. J'ai ma fille qui est rentrée avec le visage... avec des griffures sur le visage. Le matin, donc sa mère discute avec la maîtresse et la maîtresse lui explique que elle a été griffée par une petite fille qui est très probablement atteinte d'autisme. Et qui se retrouve dans une classe pas spécialisée, avec une institutrice qui doit gérer une vingtaine d'autres élèves. Ça a été... donc ma réflexion, c'était de me dire, ok, je vais quand même parler à la maîtresse et savoir pourquoi on était, je pense, en mars. On se retrouve en mars. Moi, j'ai pas eu vent du fait qu'il y ait une petite fille atteinte d'autisme dans sa classe, pour avoir la possibilité d'expliquer à ma fille ce que c'était. Parce que comment ça s'est passé? Ce qu'elle me dit, quand j'arrive, la maîtresse me dit, bah ouais, en fait, Anna, elle va jouer avec elle, mais nous, on lui avait dit qu'il fallait pas jouer avec elle. Et déjà, ça, c'est assez brutal pour cette petite fille. Je me dis, waouh. Alors, c'est une petite fille qui peut avoir des mouvements violents. Donc, du coup, du fait que la maîtresse n'est pas quelqu'un qui peut s'occuper d'elle directement, elle se retrouve dans une espèce d'obligation de dire on ne doit pas jouer avec elle, elle est isolée à une table. Je me dis à quel point c'est dur pour la petite, à quel point c'est dur pour les parents de cette petite fille. Et quand je parle à la maîtresse, je sens qu'elle a les larmes aux yeux, comme si moi je venais l'invectiver. C'était pas le cas. Je me disais juste ok, ma fille a des griffures sur les visages, qu'est-ce qui s'est passé? Sauf que pour moi, l'erreur de la maîtresse, c'est de évidemment pas nous prévenir de ça pour que je puisse l'expliquer avec des mots. Petit à petit, elle a préparé. Moi, j'ai pas envie de lui dire tu joues pas avec elle parce qu'elle est atteinte d'autisme. Mais en même temps, elle se retrouve dans une situation hyper compliquée. D'aller annoncer à tout le monde qu'une enfant est atteinte d'autisme sans l'accord des parents, c'est hyper compliqué. En même temps, devoir s'en occuper, c'est aussi très compliqué pour elle. Donc, elle est dans une espèce d'impasse. Et encore une fois, le système... Comment on s'en sort? Parce que quel est le fautif? Personne au final. Mais ce que tu pointes, c'est énorme parce qu'en fait, ça fait seulement 20 ans que les enfants qu'on dit à besoins particuliers sont scolarisés en fait en milieu ordinaire et sans les moyens qui vont avec. C'est-à-dire qu'il y a un petit peu des aides humaines, des AESH, mais très peu. Qui font pas l'intégralité des heures aussi. Qui font pas toutes les heures, qui sont mal payés, pas formés. Les profs sont pas formés sur l'inclusion. Et donc, on met tout le monde en difficulté parce que c'est une belle idée d'inclure. Enfin, tu le dis, t'apprends à grandir avec des gens différents de toi. C'est la base de la vie et de faire société ensemble. Mais si t'as pas les moyens pour le faire bien, en fait, tu mets tout le monde en galère, quoi. Enfin... Oui, et puis même pour l'évolution de cette petite fille, c'est extrêmement difficile de voir que personne ne joue avec elle. Et je pense que moi, ma fille, ce qu'elle a eu, c'est de se dire, ok, personne ne joue avec elle, je vais jouer avec elle. Sauf que, pour une fois qu'une petite fille joue avec elle, il se passe ça. Il y a un mouvement de violence, donc les autres enfants se disent, ok, faut pas jouer avec elle. Comment elle évolue, cette petite fille? Et comment c'est... Je me suis mis aussi à la place des parents, parce qu'évidemment, je suis papa. Et s'il y avait une maîtresse qui disait, il faut pas jouer avec cette petite fille en parlant de ma fille, je serais dévasté. Donc, je me demande... Je me demande à quel point il faut revoir le système et remettre
et les élèves au centre du débat et aussi les professeurs, quoi. Petite série de questions sans filtre alors. Ta fille te dit papa, je veux faire du rap. Alors moi ça va, sa mère ça va pas du tout. Ok. Mais elle aime bien la musique. Rap, je suis pas sûr, mais chanson, elle aime bien. Marseille ou Paris? Non, Marseille. Joule ou SCH? SCH. Travailler ou charbonner? Travailler, je pense. Punchline ou dissertation? Punchline. Rose ou gris? Rose. Merci beaucoup, Kemmler. Merci à toi d'avoir participé à cet épisode. Merci à vous de nous regarder toujours plus nombreux. Le but de cette conversation, c'est d'ouvrir le champ des possibles sur l'école, ce que ça permet, ce que ça permet pas, et de re-questionner tout ça, parce que c'est un commun qu'il faut quand même garder et protéger pour les générations futures. Donc merci et à bientôt pour un prochain épisode. Merci beaucoup, à bientôt. En vrai, c'est déjà fait. Ah ouais. J'imagine tellement la scène, genre comme Homer dans les Simpsons. Oui, et puis on s'envoyait des messages parce qu'on était à 2 buissons. Comme si vous. Je suis pas dit. Ouais, en fait, quand j'étais dans les buissons, je me suis dit, putain, ça fait vraiment très bizarre. Un peu innocent, genre, t'es sûr qu'elle va bien? Ouais, bah ouais. T'es en flip, bah oui.